Main dans la main, un déserteur et un vétéran entament une virée mortelle, semant la panique, la terreur et la mort sur leur passage. Ces redoutables partenaires vont mettre à profit leur savoir-faire militaire pour garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Police, plus un geste. Et ils n'hésiteront pas à faire feu pour maintenir à bonne distance ceux qui voudraient mettre un terme à leur fatale liaison. Juin 1996. Les stations balnéaires de Caroline du Nord se préparent à accueillir les premiers touristes de la saison. Les plages sont noires de monde en été. Les touristes viennent de tout le pays et même du monde entier. Ils sont attirés par le climat. Et les gens ici sont très accueillants. Fraîchement débarqué dans la région de Jacksonville, Tom Nelson, un jeune vétéran, s'est rapidement taillé une réputation de dur à cuire. Une réputation dont il est fier et qu'il cultive en arborant en permanence un pistolet de gros calibre fermement accroché à sa ceinture. Le revolver de Tom était un prolongement de sa personnalité. Il avait la gâchette facile. Il était sans cesse au bord de l'explosion et il détruisait tout sur son passage. La veille, Tom a fait la démonstration de son tempérament impétueux. En montrant que c'est lui qui détient le pouvoir, Tom veut que les gens aient peur de lui. Tom Nelson était un forcené. Désolé mon pote. C'était un monstre, embarqué sur la voie de l'autodestruction. Tom a déjà séjourné en prison, pour vol à main armée. Je déteste les flics. Il a été renvoyé de l'armée en raison de problèmes psychologiques. Il adore épater et choquer la galerie en racontant d'horribles histoires. Jamie, je t'ai raconté la fois où j'ai explosé la gueule d'un flic avec un marteau? T'as déjà cogné un flic? Carrément. Je me suis approché de lui et bam, son crâne a éclaté. C'est trop classe. Ouais. Dans un bar, Tom fait la connaissance de Jamie Chick, un marine. Lui aussi s'est façonné une image de gros dur en mâchonnant ostensiblement une balle de pistolet. Tom et Jamie semblent pousser l'un vers l'autre. Ils sont tous les deux fascinés par le pouvoir et par le chaos. Ils veulent plier le monde à leur volonté. Jamie se rend vite compte qu'il ne fait pas le poids devant Tom Nelson. Il décide alors de prendre exemple sur l'homme qu'on surnomme l'animal. Jamie Chick voulait modeler sa personnalité sur celle de Tom Nelson. Ne pars pas, s'il te plaît. Abandonné par sa femme 4 mois auparavant, Jamie Chick vient d'être contrôlé positif lors d'un test de dépistage antidrogue. Il est en passe d'être renvoyé du corps des Marines. En quelques mois, il a perdu tous ses repères. Il s'est alors engouffré dans une spirale infernale J'ai été contrôlé positif il y a quelques jours. de drogue, de violence et d'autodestruction. Aujourd'hui, Jamie fait face à une situation délicate. Il doit se rendre à Wilmington, où sa nouvelle petite amie va accoucher. Mais son véhicule est en panne et il n'a pas d'argent pour le réparer. Tom, son meilleur ami, ne comprend pas où est le problème. Je crois que j'ai la solution. On va faire une bonne équipe. Barbara Oxendine a récemment décidé de quitter son emploi de gérante de restaurant pour devenir chauffeur de taxi. Mais pour elle qui cherchait un travail sans histoire, cette reconversion est un très mauvais choix. Où je vous emmène? On va au bar qui est dans Smith Street. Ok, pas de problème. Je crois que votre bar est fermé. Sors de la voiture. Allez, plus vite. Ne me faites pas de mal, par pitié. Allez, sors de là. Oh, je vous en supplie, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Où est le fric? Allez, dépêche-toi, plus vite que ça. Il est où? Allez, on se magne. Arrête de hurler.
Allez, attache-lui les mains, dépêche-toi. Accélère! On la met dans le coffre. Viens, aide-moi. Barbara est inconsciente, mais toujours vivante. Les deux acolytes chargent le corps de la victime dans le coffre de la voiture On se casse. et prennent la route. Jimmy Cheek est au volant du taxi. Ils vont à Wilmington, à 80 km au sud. Je reviens. Tom Nelson achète de la bière, des rouleaux de papier et de l'essence à briquet. En revenant dans la voiture, il explique ses intentions à Jimmy Cheek. J'ai acheté de quoi régler son compte à notre passagère. Puis, il gare le véhicule dans les environs, sur un chemin de terre isolé. Belle journée. Ouais, ça peut aller. Voilà ta part. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Ouais. Ils étaient en train d'éprouver leur puissance, leur toute-puissance de pouvoir prendre une vie innocente sans raison particulière. C'est cette expérience qui les a rapprochés. Ils se poussaient l'un l'autre à aller toujours plus loin. L'un sans l'autre, ils n'auraient pas eu le cran de commettre un acte aussi odieux sur la personne de Barbara Oxendine. Pour Nelson et Cheek, ce bûcher sert avant tout à brouiller les pistes. Barbara Oxendine n'est qu'un dommage collatéral. L'alerte est rapidement donnée. Les urgences, j'écoute. Je viens de m'arrêter à côté d'un véhicule en feu. Il faut envoyer les pompiers le plus vite possible. Merci. La zone où le véhicule a été découvert était éloignée des artères principales. Nous savions qu'il s'agissait d'un chemin de terre. En sortant de la caserne, nous nous sommes dit, encore un moteur en surchauffe. Il y en avait déjà eu plusieurs cette semaine-là. En arrivant sur place, j'ai vu cette épaisse colonne de fumée qui se dégageait. Je me suis dit, ok, cette fois c'est différent. J'ai tout de suite pensé, c'est une voiture volée. Quelqu'un a mis le feu pour effacer ses traces. C'est ce qu'on appelle un feu total. L'habitacle était entièrement calciné, les pneus aussi avaient brûlé. Les chaînes de télévision locales sont déjà sur place. Nous avons appris qu'une voiture en feu avait été retrouvée et que les pompiers étaient en train de maîtriser le brasier. Mais c'est le genre de choses pour lequel nous nous déplaçons immédiatement. Santé. Santé, mon pote. Non loin de là, Nelson et Cheek fêtent l'occasion en contemplant les nuages de fumée s'élever et survoler le quartier. Excusez-moi, vous pouvez appeler un taxi? Bien sûr. Super, merci. Les pompiers parviennent à maîtriser le feu en 10 minutes. Suivant la procédure, ils inspectent le véhicule en commençant par le coffre. J'ai d'abord cru qu'il y avait un mannequin dans le coffre. C'était difficile de savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Seuls les tongs de Barbara ainsi que quelques lambeaux d'habits permettent l'identification.
Vous allez où? Emmenez-nous à l'hôpital. Très bien. Tom Nelson et Jamie Chick ont repris leur route. Ils sont à moins de 10 km de la maternité à bord d'un autre taxi. Mais le chauffeur ne sait pas de quoi sont capables ses passagers. Wilmington, Caroline du Nord. Les inspecteurs de la brigade criminelle et les enquêteurs spécialisés dans les incendies s'affairent autour d'un véhicule brûlé. Dans le coffre du taxi a été découvert le corps de la conductrice totalement calciné. C'est le crime le plus ignoble que j'ai jamais vu. Toutes les parties de son corps étaient complètement brûlées. On ne reconnaissait plus rien. C'était dur à regarder. C'était un être humain. Une personne qui encore quelques heures auparavant était en vie. Quelle horrible façon de mourir. Les enquêteurs ne connaissent pas l'identité de la victime. Ils découvrent qu'elle a été ligotée avec des attaches en plastique. Lorsqu'un criminel se pointe avec ce genre de matériel et qu'il commet un meurtre pendant le braquage, on peut imaginer que tout cela a été prémédité. Ce qui ressemblait de prime abord à un banal feu de voiture s'est transformé en un macabre mystère. Nous avons ensuite compris qu'un corps avait été retrouvé. C'est vraiment une manière atroce de mourir. Le corps est emporté pour être autopsié par un médecin légiste. Le véhicule a été abandonné dans un endroit reculé. On imagine très bien comment ils ont pu mettre le feu au véhicule sans que personne ne les voie. Ils étaient sur un chemin de terre. En revanche, ils n'étaient pas très loin d'une zone beaucoup plus fréquentée et donc la fumée qui s'est dégagée n'est pas passée inaperçue. 2 bidons d'essence à briquet sont retrouvés. L'un sur le siège du conducteur et l'autre près de la porte du passager. Là, nous nous sommes dit que nous avions affaire à plusieurs personnes. Les assassins ont incendié le taxi dans l'espoir de faire disparaître toutes les preuves qui auraient pu permettre de remonter jusqu'à eux. Le feu avait détruit toutes les empreintes digitales à l'intérieur du véhicule. Mais dans la précipitation, ils n'ont pas pensé à tous les détails. Les enquêteurs très expérimentés ne laissent pas passer le moindre indice. Les chaussures de la victime, par exemple, indiquent qu'elle a été traînée jusque dans le coffre. Il était évident qu'elle n'était pas montée dans le coffre de son plein gré. Elle avait toujours ses tongs aux pieds. Nous en avons déduit qu'il avait fallu 2 personnes pour charger le corps dans le coffre. Je crois que j'ai trouvé un truc. Une bouteille retrouvée sur les lieux du crime laisse penser que le duo meurtrier est peut-être encore dans les environs. C'est encore humide. Nous avons retrouvé une bouteille d'alcool. Elle ne devait pas être là depuis très longtemps parce qu'elle était encore couverte de condensation. Nous avons conclu que cette bouteille devait appartenir au suspect. Malheureusement, la condensation a aussi effacé les empreintes digitales qui auraient pu se trouver sur la bouteille. Les policiers parviennent à identifier le propriétaire du véhicule grâce à la plaque d'immatriculation. Une compagnie de taxi située à Jacksonville. La disparition de Barbara Oxendine, veuve et mère, n'est pas passée inaperçue. Toute la communauté des chauffeurs de taxi de la ville est à sa recherche. Personne ne l'avait vue. On ne savait pas où elle était. Quand un chauffeur de taxi sans histoire disparaît pendant plusieurs heures, c'est qu'il y a un problème et que quelque chose de grave s'est produit. Nous étions tous au volant de notre taxi et on ouvrait l'œil pour repérer la voiture de Barbara. La police annonce qu'un corps a été retrouvé et que tout porte à croire qu'il s'agit de Barbara Oxendine. C'était vraiment perturbant d'apprendre qu'une chose pareille pouvait arriver à une brave personne comme elle. Tous les matins, elle était comme un rayon de soleil. Chaque fois que je la voyais, elle était gentille, polie. « Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien pour vous ?» C'était vraiment une femme bien. Elle s'occupait bien de sa famille et faisait tout pour subvenir à ses besoins. Barbara Oxendine était une personne franche et discrète. Mais elle était aussi très amicale et de très bonne compagnie. Elle n'avait rien fait pour mériter une mort aussi horrible. La police de Jacksonville est invitée à participer à l'enquête.
Les enquêteurs découvrent que Barbara a émis un dernier appel radio vers 12h30. Dans ce message, elle disait qu'elle venait de prendre une course près d'un centre commercial dans la banlieue de Jacksonville et qu'elle emmenait les clients vers un bar. Le médecin légiste confirme, grâce aux empreintes digitales relevées sur le permis de travail de la victime, que le corps est celui de Barbara Oxendine. Nous avons découvert que la victime avait reçu une balle dans la joue droite. Une balle provenant d'un Magnum 357 est retrouvée logée dans son crâne. Mais la victime n'a pas été tuée sur le coup. Elle a survécu suffisamment longtemps pour avoir de la fumée dans les poumons. C'est la preuve qu'elle respirait encore quand le feu a pris. Il s'agit probablement de la méthode la plus atroce d'ôter la vie à quelqu'un. Ils ont mis le feu au véhicule et sont partis. C'est un manque de respect absolu pour la vie humaine. Quand on kidnappe quelqu'un, quand on l'enferme dans le coffre d'une voiture, quand on lui tire une balle en pleine tête, quand on met le feu au véhicule, en bref, quand on tue quelqu'un de cette manière horrible, comment fait-on pour se regarder dans le miroir? Je n'en sais rien. C'est tragique. Et il a fallu prévenir la famille de ce qui était réellement arrivé. Personne ne voulait être le messager d'une nouvelle aussi terrible. La tâche est confiée aux enquêteurs. Oui. Monsieur, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Nous avons retrouvé le corps de Barbara. Le compagnon de Barbara, à la santé fragile, est rapidement mis hors de cause. Mais l'histoire sordide vire à la tragédie. En effet, les enquêteurs apprennent que Barbara est mère d'un garçon qui a déjà connu la souffrance de perdre un parent. Son père avait été tué lors d'un braquage dans une épicerie. Ce gamin avait perdu ses deux parents, tous deux assassinés. Toujours à Wilmington, Tom Nelson et Jamie Chick, les deux meurtriers, prennent du bon temps. Ils ont rendu visite à la nouvelle petite amie de Jamie qui vient d'accoucher d'un charmant petit garçon. L'enfant n'est pas le sien, ce qui n'a pas l'air de le gêner. Je suis vraiment contente que tu sois là. Comment vous êtes venu? On a fait du stop. Ça va? Il faut souligner l'ironie et la perversité de la situation. Ils viennent de commettre ce crime odieux et ils se retrouvent dans cette maternité en train de s'extasier devant une nouvelle vie. Et tout porte à croire qu'ils ont aussi peu de considération pour la vie de ce nourrisson que pour la vie qu'ils viennent de prendre. Jamie a entamé une relation avec une jeune femme enceinte alors qu'il était au plus bas. Le jeune soldat à la carrière militaire prometteuse venait de voir ses rêves voler en éclats. Regarde-toi! J'ai dit garde à vous! À cause d'une affaire de drogue. Tu sais ce que ça va te coûter? Pour Jamie, entrer dans le corps des Marines représentait la dernière chance de connaître une vie normale. Après une enfance marquée par la violence, il est très vite tombé dans la drogue. Tu fais honte à ton uniforme et au corps des Marines tout entier. Jamie a grandi dans un foyer brisé. Mal aimé par ses parents, il n'a connu que l'extrême pauvreté et la violence. Sa mère alcoolique l'a abandonné alors qu'il était encore très jeune, le laissant à la merci d'un père sadique. Jamie Chick était battu quotidiennement par son père, lui aussi alcoolique. C'était un sadique qui réunissait les enfants et leur demandait de lancer des dés pour décider combien de fois il allait les frapper. Pour calculer le nombre de coups de ceinture qu'il allait donner, il prenait le numéro qui sortait et le multipliait par 10. 5. Multiplié par 10. Le père de Jamie était le prototype parfait du père menteur, manipulateur, violent et négligent. Je t'en supplie, fais pas ça. Jamie a tout appris de lui, et les leçons qu'il a retenues l'ont persuadé Pas multiplié par 10. que la seule chose à faire dans la vie était d'assouvir ses pulsions. Jamie a enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. Son nouveau mentor, Tom Nelson. Jamie, viens, on sort. Deux drogués attirés par une vie criminelle. Ils étaient investis d'une mission et ils avaient la même vision du monde. Ils se comprenaient parfaitement.
Sur ma gauche, il y a le centre commercial où Barbara a pris sa dernière course. Elle pensait sûrement que ce serait une course comme une autre. La chasse à l'homme est ouverte. Les forces de police tentent de retracer le parcours de Barbara depuis le centre commercial où elle a pris sa dernière course jusqu'au terrain abandonné où son cadavre calciné a été retrouvé. On a fait le chemin en sens inverse depuis Wilmington en empruntant la route la plus probable. On est entré dans toutes les stations-service pour savoir si quelqu'un avait vu un taxi. Mais les recherches restent infructueuses. La nouvelle du meurtre plonge les deux villes dans l'effroi. À l'époque, je me suis dit, cette femme a pris des clients à Jacksonville et les a emmenés à Wilmington. On ne saura jamais qui l'a tuée. L'affaire semblait de plus en plus insoluble. Nous n'avions pas la moindre piste. Il y avait seulement les éléments de la scène de crime. L'enquête est relancée lorsque la police découvre un enregistrement vidéo d'une caméra de surveillance montrant les deux suspects au centre commercial. Mais la police parviendra-t-elle à arrêter les assassins de Barbara avant qu'ils fassent une nouvelle victime? Donne-moi l'argent. Allez, plus vite que ça. Police, arrêtez! En Caroline du Nord, la police est à la recherche des meurtriers de Barbara Oxendine. Les inspecteurs viennent de mettre la main sur un film enregistré par la caméra de surveillance d'un distributeur automatique de billets. Ils ont regardé toutes les bandes et ils ont repéré les suspects alors qu'ils montaient à bord du taxi. Mais les images de mauvaise qualité se révèlent inexploitables. L'enquête a commencé il y a 3 jours et l'espoir d'identifier les tueurs s'estompe peu à peu. En général, un meurtre non élucidé dans les premières 48 heures reste à jamais non résolu. C'est au cours de cette période que toutes les pistes se dessinent. Après ça, c'est un coup de chance. Depuis le meurtre, Jamie Chick et Tom Nelson Jamie. sont restés tranquillement à l'hôpital de Wilmington. Mais conscients qu'ils doivent maintenir une longueur d'avance sur la police, ils décident de remettre le cap sur Jacksonville. C'est le frère de la petite amie de Jamie qui doit les conduire. On doit se tirer d'ici. Je vais devenir dingue. On vient d'arriver. On va se faire encore un peu d'argent. D'accord, on y va. Super. Ma chérie, Ça va? on doit sortir faire une course. D'accord. Tout va bien? T'es sûr? Sachant que 2 tueurs sadiques sont en liberté, les chauffeurs de taxi de la ville sont sur leur garde. Ceux qui avaient fait le coup étaient toujours en cavale. Donc tous les chauffeurs de taxi étaient restés en état d'alerte. On y regardait à 2 fois avant de prendre une course. Et on vérifiait que c'était pas eux. Je prends une course à l'hôtel Fairfield. Je suis allé près d'un cinéma. J'étais venu voir s'il n'y avait pas 1 ou 2 clients qui attendaient un taxi. Et j'ai vu 2 types. Ils avaient juste l'air de 2 soldats en permission qui sortent du cinéma. On va au centre-ville chercher un truc à manger, c'est bon? Bien sûr, grimper. Et ils m'ont fait signe. Je les ai pris en leur demandant où ils voulaient aller. Et ils m'ont dit qu'ils devaient passer prendre une commande dans un fast-food. Ensuite, ils voulaient aller dans un autre cinéma. Tim Newton n'a pas la moindre idée qu'il transporte les 2 tueurs. On est bientôt arrivé? On est tout prêt? D'accord. On arrive dans 5 minutes. On est arrivé. Je reviens. La caisse! Plus vite que ça! Pour tuer le temps, Jamie Chick pose quelques questions au chauffeur de taxi. Vous avez entendu qu'une femme qui conduisait un taxi a été tuée? Oui. Il m'a demandé si j'avais entendu parler du meurtre à Wilmington. Il voulait aussi savoir si la police avait une description des suspects. Je l'ai envoyé balader. Je n'aime pas parler de ce genre de choses avec les clients. Allez, dépêche-toi, tout l'argent! Allez, je te donne 5 secondes, plus vite!
Prenez tout. Prenez. Vous n'en savez pas plus? Et préviens personne, sinon je te bute. Je sais que la police ne sait pas ce qui a pu se passer. Ils recherchent toujours le type qui a fait ça. Sors de la voiture. Allez, active-toi. Je n'ai rien pu faire. J'aurais pu me battre, mais j'ai vite compris à qui j'avais affaire. Et c'est là que j'ai réalisé qui étaient vraiment ses clients. C'est les types qui ont tué Barbara. Allez, sors de là. Bouge. D'accord. Bouge. D'accord, mec. Recule. Allez, Jamie, on fout le camp. Heureusement, une voiture de police patrouille dans les environs. Ils ont volé mon taxi. Un de nos hommes est arrivé sur place immédiatement et a tenté d'arrêter les suspects. Accélère, allez. Avance. Tom, la police. Je vais arranger ça. Ils ont tiré dans les vitres du taxi pour tirer sur les policiers. Je me souviens que je me suis dit, plusieurs personnes vont mourir sur ce parking. Et puis tout à coup, le taxi s'est arrêté net et boum, les deux portières se sont ouvertes. Police, arrêtez-vous! Police, plus un geste. Comme il y avait de nombreuses personnes, les officiers n'ont pas pu ouvrir le feu. Police, arrêtez-vous! Coup de feu! Les fugitifs se séparent et disparaissent dans la nuit. Une fusillade était inconcevable. Bien sûr, Jacksonville est une ville où vivent de nombreux militaires. Ici, beaucoup de personnes portent une arme et des crimes sont commis avec ces armes, mais jamais à cette échelle. Il y a entre Tom et Jamie une émulation malsaine, alimentée par leurs besoins perpétuels d'excitation, leur soif de sensation, la prise de risque. Ils s'entraînent mutuellement dans une spirale sans fin, détachée de la réalité. Nelson est à la recherche d'une autre voiture à voler. Donne tes clés. Allez. Dépêche-toi. Les clés. Nous ne savions pas où ils étaient. Nous avions déployé des unités aux quatre coins de la ville. Jacksonville ressemble à une zone de guerre. Des dizaines d'officiers de police sont lancés aux trousses des suspects. Les informations télévisées ne parlent plus que de la fusillade. Il y avait 2 cinglés capables de tout en cavale dans la ville. Jamie Chick a décidé de se cacher dans un mobil-home parqué aux abords de Jacksonville. Un endroit sûr où il vient parfois trouver refuge. Ça s'est passé comme je te le dis. Chick se vante auprès de son ami et lui raconte sa vie sanglante. C'est un peu le préambule de sa nouvelle vie. Il veut devenir un criminel. Nelson finit par arriver lui aussi à la planque. Les tueurs décident de ne pas en rester là. Ils veulent aller encore plus loin. Cette étape est très intéressante. Ils se sont dit qu'ils passeraient inaperçus s'ils changeaient d'apparence. Montre-moi. J'adore, ça te va bien. Mais en réalité, ils cherchent à se ressembler en se teignant les cheveux de la même couleur. On ressemble à des jumeaux, mon pote. Et c'est un moment lourd de sens dans leur relation. Nous avons toujours spéculé que Chick et Nelson n'étaient pas de simples amis. Ils étaient plus que ça. Tom Nelson n'entrait pas dans le moule. Il avait toujours mené une vie peu conventionnelle, qu'il s'agisse de sa vie professionnelle, sociale ou même sexuelle. Il prenait la vie comme elle venait, et il avait eu l'occasion de fréquenter des travestis et de connaître toutes sortes d'expériences sexuelles. Tandis que la ville grouille de policiers, Nelson et Chick décident de faire profil bas. Nous avons retrouvé une voiture qui avait été volée par des individus armés. Elle était sur l'autoroute 24 en direction de l'Est. Le véhicule a été abandonné non loin du centre commercial où Barbara Oxendine a embarqué les 2 suspects. Pour les enquêteurs,
ce sont probablement les mêmes individus qui ont commis ce nouveau braquage. Une nouvelle information va débloquer l'enquête. Le shérif Brown, du comté de Hounslow, a obtenu un tuyau d'un informateur. Jamais de la vie. Écoute, tu sais que j'ai raison. Allez, arrête tes histoires. Attends. Entre, mon pote. L'informateur explique qu'en allant payer un de ses employés qui vit dans un mobil-home, il a rencontré un personnage intéressant. Notre informateur est entré dans le mobil-home et cet homme s'est présenté et lui a serré la main. Jamie Chick. Bonjour, Patrick. Comment vas-tu? Plutôt bien. Au cours de l'enquête, on n'avait pas encore rencontré de personne prénommée Jamie Chick. Ouais, je vais prendre une bière, merci. J'allais justement raconter ce qui vient de m'arriver. C'est dingue. On était dans un taxi. L'informateur écoute les révélations de Jamie Chick. J'ai sorti mon flingue devant le chauffeur de taxi. Je lui ai piqué sa place et on s'est barré. Les flics nous ont suivis et on a tiré. Bam, bam, bam. Il devine que Jamie est un ancien militaire. C'était dingue. Vous avez déjà fait un truc pareil? Les enquêteurs apprennent qu'un marine stationné à Camp le Jeune, une base militaire des environs, vient de s'attirer des ennuis. Regarde-toi! Au garde à vous! Tu fais honte à ton uniforme et au corps des Marines tout entier. Le commandant de la base explique que Chick a disparu après avoir été contrôlé positif lors d'un test de dépistage antidrogue. Jamie était considéré comme un déserteur. Il était censé être à la base, mais il n'y était pas. Jamie tente d'échapper à la police depuis plusieurs jours en dormant chaque nuit dans un mobil-home différent. Mais ce soir, les enquêteurs pensent savoir où il dort et ils ont un mandat de perquisition. Jamie Chick, police, ouvrez! Une chose est sûre, si Nelson et Chick sont bel et bien dans la caravane, l'arrestation ne se fera pas en douceur. Les policiers de Jacksonville ont appris que le meurtrier qu'ils recherchent, Jamie Chick, a trouvé refuge dans un mobil-home. Jamie Chick, police, ouvrez! RAS. Le suspect n'est plus là. Mais la police trouve des coupures de journaux relatant le meurtre de Barbara Oxendine. Non seulement Jamie Chick a dit à l'informateur qu'un de ses amis était aussi impliqué, mais il lui a aussi révélé l'endroit où il devait se retrouver le soir même. Le rendez-vous doit avoir lieu dans un bar bien connu des forces de l'ordre. Un repère de gang de motards. Un endroit dangereux. J'ai quelques questions à vous poser. Vous connaissez cet homme, Jamie Chick? Ces individus entretiennent un véritable esprit de clan. Ils vous font vite sentir que vous ne faites pas partie de leur monde. Il est très fréquent que les gens qui s'aventurent dans ce bar se fassent poignarder et tirer dessus, ou tout simplement voler. Jamie? Ouais, je vois qui c'est. Et tu sais où je peux le trouver? Il a des amis? Je sais qu'il traîne avec un mec qui s'appelle Tom Nelson, une tête brûlée. Les enquêteurs apprennent qu'il s'est vanté d'avoir enfoncé un marteau dans le crâne de quelqu'un si fort qu'il est resté coincé. Quand on a découvert qu'il entretenait ce genre de fantasme malsain, on a mieux compris sa psychologie. La police s'intéresse au casier judiciaire de Tom Nelson. Il a séjourné en prison dans le New Jersey pour vol. Et récemment, il a été condamné à de la prison avec sursis pour vol de stupéfiants. Ancien soldat, il a reçu une rapide formation avant d'être envoyé en poste en Allemagne. Après une tentative de suicide, il est renvoyé de l'armée à cause de problèmes psychologiques. Nelson déclarait à qui voulait l'entendre que s'il se retrouvait piégé par la police, il n'hésiterait pas à ouvrir le feu. Il s'était juré de ne plus jamais retourner en prison. Je pense qu'il savait pertinemment que la fin était proche, mais ça n'avait pas d'importance. Sa vie n'avait pas plus de prix que celle de n'importe qui. La police est maintenant convaincue qu'ensemble, Tom Nelson et Jamie Chick sont extrêmement dangereux. Ces gens ont été entraînés à tuer. Le filet se resserre autour des meurtriers de Barbara Oxendine. Nelson et Chick ont rendez-vous dans un bar ce soir. Et la police les attend.
C'est ici que ça se passe. Vous deux, allez voir à l'intérieur s'il est déjà arrivé. Nous avons rapidement réuni nos meilleurs officiers pour essayer de les appréhender. Nous savions à qui nous avions affaire. Il fallait les prendre au dépourvu. Nous comptions sur le fait que nous étions plus nombreux qu'eux. Notre plus grande crainte était qu'ils prennent des otages, et surtout qu'ils les utilisent. Des policiers en civil entrent dans le bar. L'endroit est désert. Aucune trace des suspects. Mais ils étaient intimement convaincus que les deux meurtriers n'avaient pas quitté la ville. Une première fois, et manque de justesse un officier. La poursuite commence. On a essuyé des tirs nourris. Police, arrêtez! La porte s'est ouverte et ils ont détalé dans la forêt. Il s'est mis à genoux et s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus résister ou s'enfuir. Nelson décide de tenir sa promesse. Tout à coup, il y a eu un silence. Et quand on s'est approché, il s'est tiré une balle en pleine tête. Tom Nelson, mort à 28 ans. Il avait dit quelque chose qui était vrai. Jamais on ne me prendra vivant. Et pour s'assurer qu'il ne serait pas pris vivant, il s'est tiré une balle dans la bouche. Les enquêteurs découvrent un message écrit par Tom Nelson alors qu'il était à la maternité, indiquant qu'il savait que ses jours étaient comptés. C'est du jamais vu. Ce type est allé dans un hôpital pour rendre visite à une connaissance et il a préféré rester dans son coin pour mettre par écrit ce genre de pensée. C'est très étrange. Dans ses notes, il parle des forces de l'ordre. Il dit clairement dans un des messages que jamais les forces de l'ordre ne l'arrêteront vivant. Jamie Chick est toujours en cavale. La police pense qu'il est armé et dangereux. Ces actes avaient montré qu'il n'était pas là pour plaisanter. Mais on ne savait pas de quoi il était capable et on ne voulait pas le savoir. La police sait aussi que Chick, l'ancien marine, est entraîné à se dissimuler et à survivre dans un environnement hostile. Alors que le jour se lève, le fugitif reste introuvable. Une vaste chasse à l'homme est lancée. Le couvre-feu a été déclaré dans la partie est de Jacksonville. On a fait du porte-à-porte pour nous assurer que la population avait pris la mesure de la situation. Le moindre faux pas pouvait avoir de graves conséquences. Beaucoup de gens ont eu peur, notamment parce qu'ils ne comprenaient pas la situation. Ils conduisaient leur voiture et se demandaient pourquoi 300 officiers de police quadrillaient les rues de la ville. Toutes les voitures qui quittaient la ville devaient passer au moins 2 barrages de police. On fouillait les voitures, y compris le coffre. Il fallait absolument qu'on arrête cet individu, par tous les moyens possibles. Après des heures de battue, Les gars, par ici. le fugitif est enfin repéré. Le voilà, le voilà. Police! Police, les mains en l'air! Jacksonville, en Caroline du Nord. 8 jours après le meurtre de Barbara Oxendine, Les gars, par ici. Jamie Chick est enfin débusqué. Vous portez une arme? Non, j'ai rien. Doucement, descendez tout doucement. Chick s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus s'enfuir et s'est résigné. Retournez-vous doucement, face à moi. Mettez-vous à genoux, les mains jointes. Quand on l'a arrêté, il s'est avéré que ce n'était pas un type très courageux. Il n'y avait rien d'héroïque dans ce qu'il avait fait.
On aurait dit un rat d'égout couvert de boue de la tête aux pieds. Asseyez-vous. Une fois au commissariat, un des enquêteurs pense avoir trouvé le moyen de le faire parler. Jamie, t'es dans un sale état. Qu'est-ce que t'as fait ces derniers jours? Parle-moi de Wilmington. Il a tenté un coup de bluff. Il lui a parlé de Wilmington. Jamie a commencé à douter. Alors il lui a dit, « Tu sais qu'on a un enregistrement vidéo de toi au centre commercial ?» Chick ne sait pas que l'enregistrement est de trop mauvaise qualité pour l'identifier. Et là, Jamie a dit, « Ouais, on a pris un taxi pour Wilmington. » Et il a dévoilé plusieurs détails à propos du meurtre qui a suivi. Je vais tout vous dire. Où je vous emmène? Une fois dans le taxi, Tom a dit, « On va dans un bar qui s'appelle Friends. » Il s'agit d'un bar gay. Mais une fois arrivé, le bar était fermé. Je crois que votre bar est fermé. Sors de la voiture, plus vite que ça! Tom lui a dit de ne pas hurler, de ne pas faire de bruit. Ils allaient lui prendre son taxi. Jamie, tu ne le sais peut-être pas encore, mais Tom est mort. Jamie Chick essaie de faire porter le chapeau à son complice. Il affirme qu'il a agi uniquement parce qu'il avait peur de Tom Nelson. Quand Tom est en colère, il n'y a pas intérêt à le contrarier. Allez, dépêche-toi! Ferme-la! Arrête de hurler! J'ai rien à voir avec ce qui est arrivé après. Quand l'un des deux suspects est mort, c'est facile pour le survivant de rejeter toute la faute sur le défunt pour essayer de tirer son épingle du jeu. Allez, attache-lui les mains, dépêche! À ta santé. À ta santé, mon frère. Ils se sont assis et ils ont regardé le taxi en flammes au loin avec à l'intérieur une femme en train de brûler vive. Il m'a forcé à l'aider. Chick décide d'arrêter de parler et demande un avocat. Il est immédiatement placé en détention. Les analyses balistiques permettent d'affirmer que le revolver de Tom Nelson est bien l'arme du crime. La balle prélevée sur Barbara Oxendine a été tirée sans l'ombre d'un doute par l'arme retrouvée entre les mains de Tom Nelson. Jamie Chick est inculpé de meurtre avec préméditation, de kidnapping et de vol à main armée. Le procès commence. En écoutant le réquisitoire du procureur, ils apprennent que les deux meurtriers ont bel et bien assassiné Barbara Oxendine alors qu'ils allaient rendre visite à un nouveau-né. On va à l'hôpital. Voilà un homme qui a laissé mourir une femme dans d'atroces souffrances et qui est ensuite allé à l'hôpital pour rendre visite à une jeune maman comme si la vie suivait son cours. Pour moi, il est tout aussi monstrueux que Tom Nelson. À la barre, Jamie Chick tente de convaincre le jury qu'il a obéi à Tom Nelson uniquement parce qu'il craignait de se faire tuer. Et comme l'a dit l'avocat, ça faisait de lui un lâche, mais ça ne faisait pas forcément de lui un meurtrier. La défense de Jamie Chick affirme qu'il n'existe pas suffisamment de preuves matérielles impliquant Chick dans le meurtre. Mais le ministère public met en garde le jury. Chick a eu plus d'1 an pour inventer un tissu de mensonges et rejeter toute la faute sur son partenaire décédé. Il a eu plusieurs fois l'occasion de refuser de suivre Tom Nelson. Mais ils étaient complices. C'est aussi simple que ça. En juin 1997, le jury déclare l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Chick est condamné à mort. Jamie a fondu en larmes et n'a cessé de répéter « Je n'ai tué personne ». Les jurés étaient convaincus qu'il s'agissait d'un meurtre vraiment atroce. Absolument atroce. Et que toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, méritaient la mort. La réunion de ces deux individus ne pouvait que conduire à un désastre. Nelson était le détonateur et Chick l'explosif. Sors de la voiture, allez, plus vite! Tim Newton est conscient qu'il a bien failli être la seconde victime des meurtriers. Tire-toi, tire-toi! Personne n'avait jamais dégainé une arme devant moi. C'est un petit miracle qu'il n'y ait eu qu'une seule victime.
Je crois que tous les chauffeurs de taxi ont commencé à faire plus attention et ont gardé l'œil rivé sur le rétroviseur après cet incident. Ces deux odieux personnages, ces dégénérés, ont contemplé le spectacle de cette femme en train de mourir et n'ont pas levé le petit doigt. Les funérailles de Barbara Oxendine se déroulent dans l'intimité. Elle est enterrée dans le cimetière municipal de Jacksonville. Son fils m'a dit que c'était une femme gentille et très appréciée. Sur sa pierre tombale, on peut lire « Mère Soleil ». Les raisons qui ont poussé les deux meurtriers à commettre ce crime restent mystérieuses. S'agissait-il simplement de gagner un peu d'argent pour leur prochaine dose de drogue? Donne-moi l'argent, allez plus vite! Ou l'explication est-elle plus complexe et plus sombre? Pourquoi ont-ils fait ça? C'étaient deux monstres qui n'avaient pas le moindre respect pour la vie humaine. Je ne vois que cette explication. Cheek fait appel à la Cour suprême de l'État. En 2010, un juge fédéral commue la sentence. La peine de mort se transforme en peine de prison à vie. J'ai parlé à Jamie et à des gens qui ont connu Jamie et Tom. Apparemment, ils avaient eu des relations sexuelles. Les attaches en plastique que Nelson a utilisées pendant le meurtre provenaient du sac à malice de Tom Nelson, comme l'appelait sa petite amie. Jamie a cru qu'elles avaient été achetées dans un sex shop. C'est ce qu'il a dit au cours de l'interrogatoire. Je lui ai demandé « Comment tu sais ça ?» Il m'a dit « Je le connais bien. » Eh bien, parle-moi de lui. Et Jamie m'a répondu « Tom aime les trucs pervers, les trucs sexuels, homosexuels, les trucs comme ça. C'est ça qu'il aime. » C'est le résultat de la rencontre de deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Tom Nelson et Jamie Cheek présentaient de nombreux aspects caractéristiques des sociopathes. Les sociopathes ont deux composantes profondément enracinées et inébranlables. D'abord, ils ont une attitude désinvolte et un grand mépris de la vie d'autrui. Et ensuite, cette attitude se traduit par des comportements transgressifs qui enfreignent et violent la loi. Ils ont chacun trouvé le catalyseur parfait. Une liaison fatale s'est formée entre eux, et de cette alchimie est né un tourbillon de chaos et de brutalité.